activité de la journée est une table ronde qui vise à en apprendre plus et à discuter des principaux enjeux de l'enfance en Estrie. J'inviterai dès maintenant Dr Alain Poirier, directeur de santé publique au CIUS de l'Estrie-Chus. Ce dernier vous présentera les données les plus récentes concernant les enfants estriens. J'invite également les panélistes à prendre place. Donc, M. Carl Lacharité, psychologue et professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Joël Monzé, docteur en neurosciences, directeur fondateur de l'Institut du développement de l'enfant. Mme Caroline Payeur, directrice générale de la Maison des familles, Famille Action. Mme Karina Marceau, journaliste, documentariste et productrice. Mme Mercedes Aurélana, directrice générale du service d'aide aux Néo-Canadiens. Et M. Louis-Philippe Renaud, agent de liaison au comité 05 ans Jardin Fleuri. Je vous invite dès maintenant à nous faire part de l'état de la situation concernant les enfants estriens. Merci beaucoup. Attention à votre pied. Dans mon cas, c'était moins souffrant, mais handicapant aussi. Hier, je ne parlais pas. Parce que je fais de l'angioélienne, j'avais dit à mes collègues, c'est toi qui vas me rendre 7 pieds de thé. Alors, je suis bourré d'antihistaminique parce que j'avais la langue grosse comme une patate. Alors, aujourd'hui, si vous trouvez que je zozote un peu, c'est à cause de ça, mais je devrais survivre avec un peu d'eau. Alors, certains ont évoqué le rapport de la semaine dernière, où j'étais capable d'en parler. C'est ce rapport duquel est tiré plusieurs des données que je vais rapidement, certaines que je vais rapidement évoquer ce matin. Madame Courtemanche, je puisse poser des questions à nos collègues. Alors, on le trouve sur le site du CIUS de Bois-Grand pour tous nos petits qui est mis en ligne. Il y a beaucoup de versions papier où je suis populaire. Mais sur le site du CIUS, vous allez trouver Bois-Grand pour tous nos petits. Donc, il y a plusieurs données là-dedans et certaines que j'évoque tout de suite. Alors, merci beaucoup au super trio. Quelques données pour mettre la table sur nos enfants. Donc, on parle en Estrie, plusieurs chiffres ont été évoqués, mais si on regarde les 0-5 ans, on parle de 29 000 enfants et autour près de 5 000, 4 500 naissances par année chez nos enfants. Alors, c'est 29 000. Oh, c'est en anglais, le bord. Là, c'est trop loin. Bon, je vais regarder sur mon papier. Alors, je l'ai dit, 4 500 naissances par année, 29 000 dans le 0-5 ans. Et puis, l'autre tranche, parce qu'on a évoqué aussi le 0-8, il y en a 16 000 enfants, donc plus de 45 000 si on inclut tout le 0-8. Maintenant, si on veut parler des enfants vulnérables, c'est la prochaine diapo, vous voyez les ronds. Cette notion, cette description d'un enfant vulnérable vient d'une enquête qui est bien certifiée en termes de qualité prévisionnelle. Ce n'est pas des diagnostics que les enfants ont, mais c'est cette capacité qu'ont les profs de maternelle dès le mois de janvier, avec un questionnaire testé, répété et toujours le même, qui avait été utilisé dans tout le Québec en 2012, et a été utilisé à d'autres endroits, d'autres provinces, d'autres pays dans le monde. Cette façon de mesurer le développement des tout-petits, on l'a fait ici pour tout le Québec en 2012. Vous avez donc le rond à gauche et en 2017. Et ça, c'est nos chiffres ici en Estrie. Donc, on parle en 2012 de 1300 enfants. C'est 27 %. Je ne sais pas si c'est assez gros, vous le voyez. Mais alors qu'en 2017, le même questionnaire, évidemment, ce ne sont pas les mêmes enfants, on est 5 ans plus tard. Mais là, on est rendu à 29 %, le chiffre qu'a évoqué le Dr. Tremblay tout à l'heure. Donc, en rouge, vous avez la proportion d'enfants vulnérables qui a un peu augmenté, le nombre total aussi, évidemment. Alors, ce sont les 5 domaines de développement. Je vais juste vous les rappeler, mais il y a dans les 104 questions, il y en a qui permettent, et c'est toujours par l'observation du professeur, de mesurer l'état de santé physique de l'enfant, sa maturité affective, le développement des connaissances cognitives et du langage, ses compétences sociales en interaction avec les autres, et les habiletés de communication et des connaissances générales. Donc ça permet, si on veut, de voir quel enfant se trouve dans le 10 % inférieur. Ce n'est pas une note de passage, c'est pas une causalité, ça ne dit pas un diagnostic, mais
à travers toutes les études dans le monde, on sait que ça prédit des difficultés de développement, de réussite éducative, et plus tard, ça va prédire des problèmes. C'est surtout pas un automatisme, c'est pas un diagnostic, je le répète, mais ça permet de voir si on s'améliore ou pas. Or, le malheur, comme vous le voyez ici, c'est qu'on ne s'est pas amélioré en 2012 et 2017. Il y a eu plusieurs hypothèses là-dessus, je n'oserai pas, peut-être que les experts ici oseront, mais chez nous, on a donc augmenté dans 4 domaines de ce développement sur 5 en estime. En 2012, on était comparable au Québec, mais en 2017, on a un peu plus de vulnérabilité que le reste du Québec. Donc, on s'est détérioré, mais je ne dis pas mieux, pire que le reste du Québec. Alors, donc, plus d'enfants vulnérables. Et si on regarde maintenant la question des cas eux-mêmes, bien, ça s'est un peu aggravé aussi, parce que ici, si on regarde par exemple le rond de droite en 2017, tout à l'heure j'ai évoqué 1500 enfants, mais il y en a maintenant 480 qui ont des vulnérabilités dans 3, 4 ou 5 domaines. Alors ça, c'est plus significatif. 1 et 2, il y a des mesures, il y a des mesures pour tous les enfants qui auraient un retard de développement, mais quand on en cumule dans 3, 4 ou 5 domaines, c'est encore plus significatif. Et là, peut-être qu'il y a des filières, des corridors de services plus particuliers pour les enfants qui ont le plus grande difficulté. Alors, ce 3 domaines-là, qui correspondaient à 24 on parlait donc en 2012 de 310 enfants, maintenant c'est 480. En termes de pourcentage du total, bien là, ça aussi ça a augmenté, évidemment, on est rendu maintenant dans tous les enfants vulnérables, 26,6% ont donc 3, 4 ou 5 domaines. Bon, ça y est, les antihistaminiques, ça assèche aussi, hein? Voilà. Pour ceux qui sont les plus touchés, parmi ceux-là, vous avez sur la diapo qu'on a vu que 29% sont vulnérables dans au moins un domaine, mais cette proportion-là est plus élevée chez certains groupes. Les enfants immigrants, c'est 52%. Donc, quand ils se présentent à la maternelle, on peut bien sûr imaginer plusieurs explications, ne serait-ce que la langue, mais 52% des enfants ont une vulnérabilité dans au moins un domaine. Chez les enfants anglophones, c'est 50%. Nous étions, c'est-à-dire c'est pire qu'au Québec pour notre population anglophone. Si, non pas par enfant, mais par secteur, quand l'enfant provient d'un secteur défavorisé en Estrie, c'est 41%. Toujours par rapport, on compare aux 29 qui sont tous nos enfants. Et les garçons, alors c'est 29 en moyenne, mais chez les garçons, on est à 37%. Donc voilà 3 exemples de situations où on a un peu plus de difficultés en matière de développement. Ça veut dire qu'il me reste 1 minute. Est-ce que je peux boire de l'eau quand même? Alors, la prochaine diapo, ça veut expliquer que la situation ne s'améliore pas en 2012 et 2017. Il n'y a aucun changement dans la proportion d'enfants vulnérables chez les immigrants, 52, et les anglophones. Et prochaine diapo, dans certains groupes que j'ai évoqués tout à l'heure, les mauvais chiffres, bien, ça s'est détérioré. Donc, chez les enfants des secteurs défavorisés, nous étions à 34%, c'est maintenant 41%. Et chez les garçons, c'était 34%, c'est 35%. Donc, ça, c'est des hausses qu'on a aussi constatées dans le reste du Québec. Et si on regarde les domaines, les 5 domaines que j'ai évoqués tout à l'heure de développement, si on regarde garçons et filles, bien, vous voyez que dans 4 domaines, en fait, dans tous les domaines, c'est pire chez les garçons, 14,8 en santé physique, 26 en maturité affective, compétences sociales, 17,7. 16, 10, 15, 8, etc. Donc, le comité scientifique aujourd'hui a d'ailleurs revenu dans les différents ateliers de jeter un regard là-dessus. Alors, parce que les garçons, on ne dit pas ça souvent que les garçons, en tout cas, il y a beaucoup de malheurs qui affectent nos jeunes filles, nos jeunes femmes, mais dans ce cas-ci, dans le cas du développement, les garçons ont de toute évidence un petit retard. Alors, je laisse la parole à Mme Courtemanche pour vous animer. Alors, le premier bloc de 3 questions portera sur la vulnérabilité des garçons. Monsieur Monzé, d'un point de vue de la neuroscience, comment peut-on expliquer les écarts dans toutes les sphères de développement entre les garçons et les filles? J'aurais envie de dire, dans un premier temps, c'est qu'il y a plein de choses qui vont faire en sorte que le cerveau d'un enfant va se développer. Oui, il va y avoir un apport génétique qui est là,
mais il va y avoir l'environnement social et les opportunités de développement dans lesquelles l'enfant va pouvoir se retrouver et se développer. Ce qu'on constate en fait, c'est que plus l'enfant est jeune et plus les ressources génétiques vont être importantes. Oui, la société va avoir un impact majeur et c'est certain qu'à nos âges, on est beaucoup plus capable de pouvoir parler de nos émotions, de mettre des mots dessus, alors qu'un enfant qui a 3 ans, 4 ans, ses ressources principales sont les ressources de son cerveau émotionnel, bien avant d'avoir accès à ses ressources cognitives ou sociales. Ce qui fait que c'est beaucoup plus naturel pour un enfant, et on va voir aussi des petites filles qui fonctionnent de la même manière, qui va être contrôlé par son système émotionnel, de réagir en fait comme un mammifère, parce que c'est ce qui est disponible pour lui dans son cerveau. Et en fait, les 5 à 7 premières années de sa vie, il est contrôlé en fait par le cerveau émotionnel. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais quand en fait on va communiquer, le corps va avoir une importance très particulière. Sauf que souvent, notre manière d'intervenir, si on perçoit l'enfant comme étant en opposition, en recherche d'attention négative, et qu'on ne comprend pas le message qu'il va avoir, parce que justement il ne le dit pas avec les mots comme on aimerait pouvoir l'entendre, notre intervention en fait va augmenter la détresse de l'enfant. Et donc à ce moment-là, il va y avoir en fait un impact qui va faire boule de neige, va faire en sorte que c'est de plus en plus difficile. Et quelque part, peut-être que aussi dans notre manière de mesurer la vulnérabilité des enfants, il faudrait explorer la communicabilité des enfants et des petits garçons en fait en bas âge qui va être différent peut-être que les petites filles. Puis j'ai des jumeaux jumelles qui aujourd'hui ont 15 ans, puis je vous promets que même dans la même éducation, un petit gars et une petite fille ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les circuits de gestion du stress ne sont pas les mêmes. Donc quand on regarde par exemple, mettons que je vais prendre un cliché, mais si une souris rentrait en fait dans la salle, nous aurions 2 types de réactions. On va avoir un type de réaction. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui vont courir derrière la souris, et il y en a d'autres qui vont se mettre à crier. Pardon. Mais quelque part, quand on regarde ce qui se passe dans la gestion du cerveau, la gestion de l'information dans le cerveau, c'est le même circuit pour le garçon et pour la fille, jusqu'à ce que ça atteigne le cortex moteur, c'est-à-dire le déclenchement du mouvement. Donc la manière de gérer le stress va être différente. On a aussi plusieurs modèles qui montrent que quand on a un petit garçon qui est dans une situation de stress, d'entendre par exemple la voix de la maman, mais ce n'est pas suffisant, au contraire, ça va augmenter le degré de stress. Et ça va augmenter le degré de stress jusqu'à ce que, en fait, le petit garçon, le petit mâle, va retrouver sa maman et va pouvoir le voir. Donc l'importance, par exemple, de voir l'éducateur, l'enseignant, aller chercher une attention négative, va faire partie de la solution pour gérer le stress, alors qu'on va voir chez les petites femelles, quand je parle de petites femelles, j'entends ce sont des modèles animaux, d'accord, chez les petites filles, d'accord, on va voir en fait que la petite fille, le simple fait d'entendre l'éducatrice ou d'entendre maman est suffisant pour faire diminuer le stress. Donc, si on peut tenir compte en fait des différences qui sont complémentaires dans notre expérience humaine, peut-être qu'on arrivera en fait à mieux rencontrer les besoins des enfants. Merci beaucoup. Très intéressant. Alors, Madame Marceau, vous avez récemment réalisé un documentaire intitulé « Élever mon garçon ». Expliquez-nous votre démarche et exposez-nous vos grands constats suite à cette démarche. Mais d'abord, Mme Courtemanche, vous avez parlé d'entrée de jeu de oser ce matin, mais je pense que le sujet fait preuve de beaucoup d'audace. Parce que moi, je suis documentariste depuis 25 ans. Et au cours des dernières années, je me suis intéressée beaucoup à l'éducation. Et puis, je ne m'attendais pas à, lorsque je me suis décidée à faire une série documentaire radio de 3 heures sur élever mon garçon, à faire face à une levée de boucliers. Au cours des années, j'ai touché différents enjeux, certains beaucoup plus sensibles que ce que je pensais être ce sujet-là, notamment les meurtres intrafamiliaux, l'aliénation parentale. Bref, j'ai embarqué dans ce projet-là d'élever mon garçon avec un peu de naïveté. Je pensais que ça allait être un sujet qui allait être rassembleur, mais à ma grande stupéfaction, je me suis fait lancer des tomates d'avoir osé nommer ma série documentaire, non pas élever mon enfant, mais élever mon garçon. Je suis la maman d'un petit garçon qui a 5 ans, Léon, et ce projet-là s'est inscrit dans une démarche étrangement féministe, et si je me suis fait clouer au pilori par les féministes, parce que mon sujet portait sur élever un garçon. Je vous rappelle, ça se passe, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là dans la foulée du projet, de toute la foulée du MeToo. Et je me disais, moi, comme maman, comment je fais pour élever mon garçon, pour en faire un être qui va se respecter d'abord, respecter les autres et respecter notamment les femmes.
Donc, ce que j'ai envie de vous dire, moi, aujourd'hui, c'est, s'il vous plaît, continuons à parler de l'état de nos petits garçons. Les chiffres sont éloquents en termes de vulnérabilité. On parle de 37 %. Quand on parle de maturité affective, la différence entre les garçons et les filles, de 6 à 20 %. Alors, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo d'oser aborder ce sujet-là. Et je vous invite à ne pas vous laisser intimider par ceux et celles qui aimeraient que l'on s'inscrive, hommes et femmes encore, dans une guerre des sexes, mais que l'on passe le message que d'aider nos garçons, c'est aider nos filles. Aider nos filles, c'est aider nos garçons. D'arrêter d'avoir cette vision de société en silo, parce que si on va on poursuit dans cette voie-là, je pense que l'on fait fausse route. Il y a des choses intéressantes qui se passent, des choses qui dérangent, mais des choses que l'on commence à nommer. J'évoquais dans le cadre de ma série documentaire que notamment les centres de la petite enfance commencent à réfléchir sur la chamaille, c'est-à-dire permettre aux enfants de pouvoir, dans un contexte qui est contrôlé, pouvoir se chamailler. On ne parle pas évidemment d'un coup de poing sur le nez, là, mais donc d'une possibilité d'avoir des contacts plus physiques. Je sais que certains éducateurs, et surtout éducatrices, parce qu'on ne se le cache pas, en CPE, ce sont surtout des éducatrices, qui ont un certain malaise face à la chamaille, mais au moins le dialogue est ouvert. Alors, je vous dis bravo, continuez la réflexion parce que nos garçons en ont vraiment besoin. Et par le fait même, c'est la famille dans son ensemble. Autant papa, maman, les petits frères et les petites sœurs, que si on aide les garçons, on va aider aussi l'ensemble de la famille. Et c'est aussi vrai vice-versa. Une petite pensée aussi aux chercheurs. Dans le cadre de cette série-là, j'ai interrogé beaucoup de chercheurs qui se questionnent sur la condition masculine des petits garçons. Un discours qui est vraiment pas populaire dans une société où on essaie, Dieu merci, d'éviter les petites cases et l'aspect genré. Mais les chercheurs, beaucoup m'ont dit, et ça a été unanime chez ceux et celles qui travaillent sur la cause masculine et celle des petits garçons, que leurs recherches étaient vues de manière suspicieuse, que le monde universitaire se sentait très mal avec des études qui ont un volet, une majeure plus masculine. Et là-dessus, j'invite aussi le monde universitaire à faire, je sais qu'il y en a... On a levé la main tout à l'heure, il y a des gens du milieu universitaire. Alors, je vous invite également à supporter vos collègues qui font des recherches sur les hommes, comme on supporte, Dieu merci, les chercheurs dans le domaine des causes féministes. Et on sait que du côté des femmes, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors, en un mot, félicitations aux organisateurs d'avoir osé aborder cette question-là. Et faisons-le dans la bienveillance et dans le respect de tous. Nous en avons grandement besoin. Bonne journée. Maintenant, Madame Taillard, à la lumière de votre expérience terrain, quelles sont les pistes de solutions à mettre en place ou les perspectives envisageables pour améliorer la situation chez nos garçons? Bonjour. Bien, tout d'abord, je dois quand même vous dire que la situation est particulièrement inquiétante dans notre petite MRC des sources. Donc, nous, selon les résultats de l'ECDEM 2017, c'est près de 1 garçon sur 2 qui est vulnérable dans au moins un domaine de son développement. Et c'était à peine plus bas en 2012. C'est pourquoi on a décidé un petit comité de travail composé à l'époque d'une directrice de CPE, de moi-même, d'une agente aussi de soutien. On a décidé de développer des outils pédagogiques et un cadre de référence, mais tout d'abord des outils pédagogiques simples, parce qu'on voulait enrichir les pratiques éducatives du personnel éducatif dans tous les milieux, c'est-à-dire communautaires, scolaires, les milieux de garde. Premièrement, ce qui était évident dès le début dans notre démarche, c'est que c'est à nous d'adapter nos pratiques envers les garçons et non l'inverse. Donc, on est parti avec ça. Deuxièmement, oui, le milieu de la petite enfance est constitué majoritairement de personnel éducatif féminin, mais ce sont des professionnels. Elles sont formées. Donc, ce serait très simpliste, parce qu'on l'entend des fois, et assurément une fausse bonne idée de croire que le problème réside dans le manque d'hommes dans ce secteur. Donc, l'approche qui est préconisée dans notre cadre de référence et dans nos outils, que vous pourrez retrouver d'ailleurs au kiosque du RCPE-CE, parce que maintenant, c'est eux qui ont repris le flambeau. Donc, elle tient compte de la réalité des genres, mais elle ne tombe pas dans la discrimination ni positive ni négative, et elle est réputée être bénéfique pour tous les enfants. Parce que, naturellement, tous les enfants ne sont pas turbulents, et toutes les filles ne sont pas calmes et dociles non plus.
Donc, plus les enfants des deux sexes seront exposés à une variété de modèles, selon nous, plus ils auront l'occasion de développer leur identité propre d'individus uniques. L'approche suggère donc deux attitudes gagnantes, et là, je crois qu'on va tous être d'accord avec ça. La première étant accueillir tous les enfants avec bienveillance. Donc, ça peut sembler comme une évidence, mais il faut qu'on demeure profondément convaincus que les garçons n'ont pas pour vocation de nous contrarier et que leurs besoins de bouger, leurs comportements perçus comme agressifs sont normaux, comme le disait Dr. Monzé. Je ne vais pas faire de faux pas non plus. Ils font simplement... J'en serais pas mort. Ils sont simplement les symptômes d'une maturité cérébrale qui est en cours de construction. Donc, l'attitude numéro 2, qu'on trouvait bien importante, c'est également de donner une place à chaque enfant dans le groupe. C'est tellement facile avec un groupe de tomber dans des appellations comme les amis, on s'en vient, mais on a tout intérêt à personnaliser nos interventions pour que chaque enfant sente qu'il est important à nos yeux. Donc, quand on parle de nos yeux, que ce soit le personnel éducatif, que ce soit les parents, donc dans toutes nos interventions. Par la suite, on a développé 4 pratiques gagnantes. La première, enrichir les activités de lecture. Ça peut se faire par le choix des livres, on sort du traditionnel conte statique, on jumelle des accessoires pour donner vie à l'histoire, on jumelle des chansons, des danses, des mises en scène, bref, tout est possible. Pour la deuxième pratique gagnante, on offre des occasions de défis et de compétition, donc des risques mesurés, calculés, adaptés à leur âge. Pour la troisième pratique, accueillir de manière positive les jeux de guerre et les jeux de bataille. Bon, c'est là que ça se corse. Comme le nommait Mme Manceau également, parfois il y a un petit ménage dans nos valeurs, dans nos attitudes personnelles qui est à prévoir pour pouvoir mettre en place cette pratique. On peut spontanément ne pas être à l'aise avec ça. Il faut alors prendre le temps de bien comprendre les bénéfices que ça apporte pour les enfants et ultimement pour le personnel éducatif et se laisser la chance de l'expérimenter. Ce qui est gagnant, effectivement, c'est de mettre en place un coin de chamaille avec des règles claires, ce qui va répondre aux besoins des enfants, mais qui va également respecter les craintes du personnel et même les craintes des parents, parce qu'on se bute aussi à ça. Donc, il peut être aussi intéressant de faire participer les enfants dans le choix des règles. Par la suite, ils seront encore plus enclins à les respecter. La dernière pratique gagnante, créer un environnement propice à la construction de l'identité masculine. On a reçu quelques rushs aussi sur celle-là. En fait, il est très important de ne pas tomber dans les stéréotypes. Ce qu'on veut par là, c'est présenter toutes sortes de situations où l'homme est représenté d'une façon valorisante, qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire des cuisiniers, des grands-pères, des papas avec les enfants dans les bras, des infirmiers, etc., etc. Encore une fois, la créativité est au menu. Donc, ce sont des attitudes et des pratiques qui sont connues du personnel éducatif. On n'a pas réinventé la roue. Le camp des outils vient seulement faire un rappel amical. C'est donc, selon nous, réaliste et simple à mettre en place. Maintenant, Dr. Poirier, je vous invite à poursuivre votre état de situation concernant les enfants plus à l'aise. Et je vais vous demander votre aide. Alors, prochain chapitre, ce sont les signalements. Alors, dans le rapport, mais c'est pas nous qui avons la donnée comme telle, ça vient du rapport de la DPJ qui a été publié en septembre, récemment, 2019, qui a montré une hausse des signalements en Estrie et au Québec aussi. Alors, en Estrie, on a environ 40% des signalements qui sont retenus, mais avant ça, vous voyez la flèche d'augmentation. Donc, en 17-18, on avait 5095 signalements. Et en 17, c'est marqué en 17-18, mais c'est en 18-19, je présume. C'est 6040, comment ça fait, j'ai pas vu ça. Plus que là. 6040 signalements, donc une augmentation de 18,5%. Alors ça, c'est bien sûr, c'est les zéros, je ne l'ai pas mentionné, mais ce sont les 0-17 ans où on a eu cette augmentation de signalements. 40%, je l'ai dit, sont retenus, mais il y a aussi l'autre 60%. Qu'est-ce qui arrive de ces 60%-là? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données. Et ça fait partie de la logique du rapport de la semaine dernière, c'est que dans les milliers d'enfants, on pense souvent, malheureusement, et correctement, j'allais dire, on pense à la pointe de l'iceberg, ceux qui ont plus de difficultés. Mais si on regarde en amont, que ce soit juste de la vulnérabilité ou des signalements non retenus, il y a quand même tout un spectre de possibilités. Donc, de réfléchir à tous nos enfants
par des approches différentes, c'est sûrement très intéressant. Dernière diapo sur les signalements. Alors, là, vous avez les bons chiffres. 16-17, 816, ça augmente en 17-18, 858. Et la dernière année, 2018-19, à 1100. C'est donc, comme taux, si on veut avoir un taux par 1000 enfants de 0,8 ans, on parle de 24 enfants signalés. Donc, 24 signalements sur 1000 la dernière année. C'est ce qui nous donne comme nombre, le fameux 1100 qui est là. Quelles sont les principales raisons? C'est la négligence dans 50% des cas, abus physiques 25%, mauvais traitement psychologique 15%, des abus sexuels 10%. Alors, voilà pour quelques données sur la négligence. Deuxième bloc de questions portera sur les interventions en contexte de négligence. Alors, Monsieur Lacharité, nous avons tendance à penser que les enfants qui vivent de la négligence sont surtout ceux qui se retrouvent à la DPJ. Aidez-nous à y voir plus clair en nous parlant davantage du contexte de négligence et des différents visages que peut prendre la négligence. Mon micro, oui, voilà, c'est bon. De quoi la négligence est-elle le nom? Je vais partir avec cette question. La négligence, c'est le nom que l'on va donner justement à un cadre, à un contexte social, et non pas à des comportements de la part des parents. Et ça, il y a une évolution au cours des 30 dernières années qui nous a amené à nous décentrer de ce que les parents peuvent faire dans des situations de négligence pour aborder les conditions dans lesquelles ils agissent comme responsables de leur enfant et les conditions à l'intérieur desquelles ces enfants vont grandir. Et de ce côté-là, quand on parle du contexte de négligence, on parle d'un contexte qui va venir effriter la réponse aux besoins des enfants, qui va venir faire en sorte que cette réponse-là devient particulièrement difficile à produire. Quand on dit ça, il faut absolument être en train de se dire que la négligence, ça ne concerne pas seulement la DPJ. Si la négligence, c'est un contexte à l'intérieur duquel les parents et les enfants grandissent, à l'intérieur duquel des intervenants cherchent à soutenir ces enfants et ces parents, la négligence, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Et lorsqu'on essaie de déplier cette situation, on doit se rendre compte aussi que la négligence, c'est la combinaison de deux formes de perturbation, deux types de perturbations. Une qui est celle qui est la plus visible, c'est une perturbation dans la relation parent-enfant, qui va être caractérisée par différentes choses. La première, c'est dans les situations de négligence, il y a ce qu'on appelle une faible interactivité entre l'enfant et les adultes de son entourage. Pas juste la mère. L'interactivité entre l'enfant et son père, mais aussi avec d'autres adultes de son entourage. Une autre caractéristique, c'est une forte négativité. Donc, lorsque l'enfant entre en interaction avec des adultes, ses parents notamment, on va retrouver des choses qui sont de nature de l'hostilité, de l'indifférence, mais surtout de l'imprévisibilité. Et c'est cet aspect-là, notamment, qui est souvent en lien avec des séquelles développementales importantes que l'on observe chez les enfants qui se retrouvent en situation de négligence. L'autre élément aussi à l'intérieur de cette relation perturbée entre l'enfant et les adultes, c'est la faible disponibilité psychologique des adultes à l'égard de l'enfant et la faible réflexivité aussi qu'il y a lorsqu'un adulte entre en interaction avec un enfant. Dans les situations de négligence, c'est difficile de mentaliser ce qui se passe pour soi et puis pour l'enfant. L'autre perturbation, parce que c'est pas juste ça, la négligence, c'est pas juste un problème dans la relation parent-enfant. L'autre perturbation que l'on retrouve dans les situations de négligence, c'est une perturbation du lien entre la famille et le reste de la communauté, le reste de la collectivité. Et là, ça, c'est caractérisé principalement par de l'isolement
sous diverses formes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a repéré 4 formes d'isolement dans mon équipe de recherche. Et c'est l'isolement, pas juste des adultes, des mères, des pères, mais c'est l'isolement également des enfants. Et c'est l'isolement aussi des intervenants. Intervenir dans les situations de négligence, c'est souvent, comme intervenant, se sentir isolé aussi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, je vais hocher la tête, qui sont d'accord avec ça. Aussi, face à cette seconde perturbation, une autre caractéristique, c'est le fait que ces contextes offrent beaucoup moins d'occasions d'avoir des expériences développementales qui sont positives, normatives. Pas juste pour les enfants, mais aussi pour les mères et les pères, mais aussi pour les intervenants. Et une troisième caractéristique de cette perturbation, c'est la présence de conflits et de méfiance interpersonnelle. Ça va faire en sorte que ça devient difficile de pouvoir se mobiliser pour penser à des solutions, pour agir ensemble, pour agir en équipe. Merci. Madame. Madame Payard, en tant que directrice d'une maison de famille, vous côtoyez régulièrement des familles qui ont des facteurs de risque de négligence. Comment rejoignez-vous ces familles et comment les aidez-vous? Bien, malheureusement, encore une fois, notre MRC se démarque avec son plus haut taux de signalement de l'esprit. Donc, c'est sûr qu'on s'est questionné à ce niveau-là. Les familles qui ont des facteurs de risque de négligence sont souvent isolées, difficiles à rejoindre par les moyens traditionnels, c'est-à-dire elles ne s'inscriront pas spontanément à des ateliers d'habileté parentale, à des conférences, à des activités familiales même. Donc, il faut aller les chercher là où elles sont, puis ensuite tenter de les mobiliser. C'est ce que font nos agentes de milieu avec l'approche de proximité via le démarchage. Elles vont dans toutes les activités possibles où se trouvent des familles. Et il n'y a pas de recette magique pour les rejoindre, les familles. Par contre, ça donne d'excellents résultats avec l'approche de proximité. Il faut être conscient de quelque chose, c'est que ça prend du temps. Ce n'est pas une approche qu'on peut faire en claquant des doigts. Mes agents de milieu me disent que ça leur prend en moyenne 6 mois pour créer un lien de confiance avec une famille. Et quand je dis un lien de confiance, ça demeure toujours fragile. Donc, par la suite, c'est la stratégie du PPPP, c'est-à-dire le plus petit pas possible. On part des besoins nommés par la famille vers où elle veut aller lentement. On a développé un outil supplémentaire dans notre MRC grâce à l'implication de plusieurs partenaires, soit l'Office municipal d'habitation, la Corporation de développement communautaire, les cuisines collectives, plein d'autres organismes communautaires. Donc, on a maintenant un local de quartier qui est situé sur la rue Pierre-Laporte, c'est la rue des HLM Familles à Asbestos. Donc directement au cœur du milieu de vie de plusieurs familles. Et à ce moment-là, plusieurs organismes utilisent ce local-là pour offrir des activités. On y tient entre autres des ateliers parenthèses avec le CIUS, on a des ateliers budgétaires avec le service budgétaire populaire, on a des ateliers culinaires, en fait, on a toutes sortes d'activités, que ce soit de loisirs, des cafés-causeries, santé mentale, des cafés-causeries plus spécifiques pour les hommes, pour les femmes, pour les familles recomposées. On fait appel vraiment à tous les organismes locaux, régionaux. On a même des activités de médiation entre voisins qui ont eu lieu à ce local-là, des activités familiales, parents-enfants, des repas communautaires, bref, tout ce qui pourrait intéresser les familles. En plus, souvent, plusieurs de ces activités-là sont créées et portées par les familles. Donc, on travaille vraiment avec et pour les familles et on est dans l'empowerment à fond. Désolée de l'anglicisme, mais j'ai beaucoup de difficulté à trouver un autre mot qui représente aussi bien ce que ça veut dire. Donc, la famille vit des succès, elle est valorisée, ça lui donne le goût de répéter l'expérience. On est dans ses forces, on n'est pas dans ses faiblesses, on est vraiment dans une autre approche. Et tranquillement, pas vite, il y a un filet de sécurité qui se tisse. Donc, la famille est moins isolée, elle se crée tranquillement un réseau. Elle va aller plus facilement par la suite vers les services. Elle connaît l'intervenante, elle l'a vu au local de quartier. Puis en plus, pour la première fois, elle va être accompagnée d'une agente de milieu, donc ça devient de moins en moins menaçant. La collaboration ici, c'est la clé. Donc, nos agentes participent aussi à la table de négligence sur notre territoire, au même titre que les intervenants du CLSC milieu scolaire. Donc, tout ce beau monde-là travaille en équipe pour éviter les signalements le plus possible. C'est un travail qui est toujours à refaire. On
ne se le cachera pas. Au niveau des HLM, c'est un quartier qui bouge beaucoup. Les familles viennent, repartent vers un autre quartier ou même vers d'autres régions complètement. Donc, nous, nos agents de milieu, quand on est capable, on essaie de faire le relais avec une ressource en approche de proximité dans l'autre territoire où s'en vont les familles. Donc, par la suite, c'est sûr qu'on n'a pas toujours le suivi, mais on se dit au moins la famille ne recommence pas en connaissant personne dans son nouveau milieu. Aussi, dans notre maison des familles, on a une halte garderie. Donc, ça aussi, c'est souvent une porte d'entrée intéressante pour les familles. Souvent, ce sont des familles qui ont plusieurs enfants, peu de moyens, des grands besoins. Donc, le besoin de répit devient vraiment un levier intéressant pour que ces familles-là entrent seulement chez nous. Donc, là, par la suite, souvent, elles arrivent avec une agente de milieu, donc il y a déjà comme un lien de confiance avec une personne. Par la suite, elles arrivent à la halte garderie. Donc là, il y a un autre lien de confiance qui se crée avec l'éducatrice. On laisse son enfant souvent pour la première fois à quelqu'un d'autre. Et cet enfant-là, bien souvent, c'est aussi la première fois qu'il va être avec d'autres enfants que ses frères et sœurs dans un autre milieu. Donc, c'est aussi un lieu gagnant où on peut travailler de part et d'autre en équipe pour aider ces familles-là. Voilà. Madame Orellana, en tant que directrice d'un organisme intervenant auprès des personnes immigrantes et réfugiées, parlez-nous des enjeux que vivent ces familles par rapport à la négligence. C'est ouvert? Oui, parfait. Bien, en fait, je voudrais commencer par expliquer que le concept de la négligence pour une personne migrante, surtout allophone, ou dans certaines cultures aussi, c'est un concept qui n'a pas nécessairement le même sens que dans la société québécoise. Juste, dans certaines cultures, même les mots n'existent pas nécessairement dans l'alphabet. Alors, quand on essaie de communiquer pour expliquer qu'est-ce que c'est la négligence, ou pourquoi pour nous ça peut être d'une certaine façon, un certain geste, mais pour des gens qui viennent d'ailleurs, c'est une étape qu'ils doivent apprendre avant aussi, qu'ils doivent apprivoiser pour comprendre de quoi on parle. Et je tenais à l'illustrer peut-être aussi avec 2 exemples. Nous, on reçoit des personnes qui viennent avec tous les statuts de catégorie d'immigration, donc que ce soit l'immigration économique, mais aussi l'immigration humanitaire. Et dans l'immigration humanitaire, on a aussi ce qu'on appelle les personnes réfugiées, soit prises en charge par l'État ou parrainées par un groupe communautaire ou par un groupe d'individus. On peut penser à un type de négligence où est-ce que justement la personne ne se perçoit même pas qu'elle est en train de vivre de la négligence. Si c'est une famille qui a toujours été en manque de tout, une famille par exemple qui a vécu pendant plusieurs années dans un camp de réfugiés, où l'espace est très contrôlé, où l'accès à des services de santé, d'éducation, la nourriture aussi, l'accès à l'eau potable, ce sont des choses qui sont tellement difficile à obtenir ou rationaliser, que la personne n'est même pas consciente que dans un contexte où est-ce qu'on pourrait parler de négligence. Ça, c'est comme la négligence. Quand on ne sait pas qu'on vit de la négligence, c'est comme un peu la maltraitance aussi. C'est des mots qui parfois ne veulent rien dire dans le vocabulaire des personnes. Alors, il faut commencer par apprendre. L'animatrice nous disait justement, oser, c'est aussi une façon d'apprendre. L'autre type de négligence, c'est lié à un contexte plutôt temporaire, parce que justement, il y a une surcharge aussi de connaissances. Quand on change de milieu, d'environnement, c'est comme si on change une famille, une personne d'aquarium. Elle était dans un aquarium, dans un espace naturel, mais on les change, puis tout, même la température de l'eau est beaucoup plus froide, comme vous m'avez. Même aussi toutes les espèces qu'on peut retrouver, les différents types de poissons. Donc, c'est vraiment un nouvel apprentissage, une adaptation, mais tout arrive en même temps. C'est pas comme quand on est tout petit, qu'on est né ici, à chaque jour, quand on revient de la garderie, on va dire à nos parents, mais qu'est-ce qu'on a appris quand on a joué avec les amis, qu'est-ce qu'on a découvert dans notre environnement. Mais quand on arrive à 25, 30, 35 ans, etc., les adultes doivent apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement du système de santé, d'éducation, d'habitation, de travail, etc., en même temps qu'ils apprennent la langue aussi. Donc, ça en a fait beaucoup de bouchées en même temps. Et ainsi, en plus, on ne doit pas négliger l'éducation de nos enfants, mais le sentiment de fatigue peut être souvent aussi ressenti. Mais dans ces cas, c'est une négligence qui est plutôt contextuelle, due à l'adaptation qui est nécessaire pour être en mesure de pouvoir
se doter de nouveaux repères, parce qu'on a perdu les nôtres aussi, donc il faut quand même identifier, puis il n'y a pas d'étiquette où est-ce qu'on nous dit voici la façon de se faire des amis dans un nouvel environnement. Il faut vraiment les découvrir, il faut faire des tests, il faut tenter aussi, il faut savoir décoder des fois comment on s'est fait des amis ici au Québec. Y a-t-il un livre qui parle de ça? C'est quelque chose qu'on apprend de façon intuitive. Donc, et dans certaines cultures aussi, par rapport à la négligence, il y a toute la question de l'hébertage de l'autorité parentale qui peut être interprété différemment dans certaines cultures, ou les rôles par exemple, la notion de responsabilité parentale est plus souple, puis elle peut être déléguée à tous les adultes qui sont en présence d'un enfant. Donc, c'est pour ça la phrase qui dit que ça prend un village pour éduquer un enfant. C'est parce que si l'enfant est là, puis il y a d'autres personnes à côté, qui soit sa tante, son oncle, etc., il va veiller pour l'enfant si celui-là il tombe. Tandis qu'ici, dans la culture québécoise, on va plutôt responsabiliser les parents des agissements de son enfant. Et pour terminer, je pense que les parents immigrants aussi, certains parents vont répéter des codes sociaux parce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils connaissent aussi, puis pour survivre, pour se sentir en sécurité, dans cette transition migratoire, ils vont répéter des codes qu'ils ont appris aussi dans leur société. Mais parfois, justement, l'interprétation de ces codes-là sont différentes dans notre société québécoise, qu'il faut être vigilant pour les décoder et les apprendre, les accompagner dans leur adaptation. Docteur Poirier, pouvez-vous maintenant nous parler de nos familles en esprit? Qu'en est-il de leur situation? Merci. Alors, après le 29% qu'on s'appelle les enfants vulnérables, la hausse dans la dernière année de 18,5% des enfants vulnérables, bien sûr, ça se recoupe, hein, tout ça, mais on va parler maintenant des données sur les familles estriennes. Alors, sur la diapositive, tout à l'heure, on parlait de nombre d'enfants, mais on parle donc de familles qui ont des enfants de 5 ans ou moins. Donc, c'est 21 000 familles en Estrie qui ont des tout-petits dont on parle ce matin. Alors, parmi ces familles, on voit ici des catégories. C'est évidemment pas des catégories mutuellement exclusives. Par exemple, 1155 sont anglophones, 1560 de ces familles sont immigrantes, 3300 et plus sont monoparentales, 3150 sont à faible revenu et 1700, de ces familles, il n'y a aucun adulte qui n'a de diplôme d'études secondaires. Alors, on voit bien, par exemple, dans ces trois dernières catégories, qu'il n'y a pas d'exclusivité parce qu'une famille monoparentale a beaucoup plus de chances d'être à faible revenu et possiblement d'avoir non plus de diplôme d'études secondaires. Donc, on ne les additionne pas pour dire qu'il y a un nombre plus petit de familles qui n'ont aucun de ces facteurs de risque, puisque ça peut, une famille peut avoir le même facteur de risque. La prochaine diapo, c'est la proportion d'enfants de la maternelle vulnérables dans au moins un domaine. Bien, lorsque aucun parent n'a de diplôme d'études secondaires, alors je devais évoquer un peu chez les enfants, mais c'est 66% de ces familles qui ont donc un enfant. Parmi les enfants vulnérables, 66%, aucun parent n'a de diplôme d'études secondaires. Et la famille est à faible revenu dans la moitié des cas. La famille est monoparentale dans 41% des cas. Alors, on n'a pas présenté de données dans le rapport, parce qu'on n'a pas de données spécifiquement estriennes, mais il y a eu, à la suite de l'enquête de 2017 qui mesurait la maturité chez les tout-petits, il y a eu une enquête faite auprès de parents, hein, ceux qui le voulaient bien, mais qui est allé questionner les parents de ces enfants dont on avait la donnée. Et avec l'autorisation, bien sûr, de jumeler l'information qu'on avait chez leurs enfants avec la situation familiale. Donc, cette fois-ci, c'est les parents qui étaient rejoints, plutôt que, dans l'autre cas, c'était l'enfant qui était observé par le professeur de maternelle. Ce que ça donne, et ça, l'autre étude, c'est l'ECPEM pour le développement des enfants. L'ECPEM, c'est sur les 2 P, c'est pas la moitié des 4 P qu'on a entendu tout à l'heure, mais ce sont les enfants, le parcours préscolaire des enfants. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que la mesure se fait à 5 ans chez l'enfant, on questionne les parents sur qu'est-ce qu'il y a eu dans les années précédentes pour l'enfant. Bien sûr, il y a des biais, évidemment, la mémoire peut causer des problèmes quand on essaie de décrire, mais grossièrement,
Ce que ça nous dit, c'est que le pourcentage d'enfants vulnérables, selon le plus haut niveau de scolarité atteint par l'un ou l'autre des parents grâce à ce questionnaire, ben, aucun diplôme, c'est 66%. Diplôme de niveau secondaire, évidemment, à mesure qu'on améliore la diplomation du parent, ben là, on est à 43% qui est le niveau secondaire. De niveau collégial, 22. Diplôme de niveau universitaire, 19. Donc, l'éducation, et bien sûr d'autres éléments que le diplôme, mais donc le niveau d'éducation, à mesure qu'il augmente, ça diminue la proportion d'enfants vulnérables. Selon le seuil de faible revenu, alors si les parents sont sous le seuil de faible revenu, ben, c'est 50% des enfants qui risquent de se retrouver avec au moins un domaine de vulnérabilité, alors que si c'est supérieur ou égal au seuil, on est à 24%. Donc, c'est une autre façon de mesurer la vulnérabilité quand on questionne les parents. Bien sûr, les deux sont associés. Selon le type de famille, si la famille est monoparentale, c'est 41% des enfants qui sont à risque d'être vulnérables à la maternelle. Si la famille est recomposée, c'est 43%. Et les familles, je ne dis pas normales, mais intactes, donc ni séparation ni recomposition, c'est 25% d'enfants vulnérables. On a aussi obtenu la perception des parents d'enfants de 0,5 ans. Donc, vous voyez sur la diapositive, 24% des parents ont le faible sentiment d'efficacité personnelle. Les experts pourront nous en parler, mais évidemment, il y avait des questions sur la confiance, les compétences, attitudes et habilités. Il y a ensuite, au niveau de la satisfaction parentale, 6 questions sur le côté affectif du rôle du parent. Alors là, 19% des parents ont un faible sentiment de satisfaction. 46% des enfants ont peu de soutien de leur entourage lorsqu'ils n'en peuvent plus. Et 50% des parents ressentent la pression de leur entourage concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Alors, voilà quelques éléments sur les familles questionnées dans l'autre enquête qui les prête. Le prochain bloc de questions portera sur les défis de la parentalité. Madame Marceau, en tant que journaliste qui décrivait des phénomènes sociétaux et en tant que mère d'un jeune garçon vous-même, à quels défis les parents sont-ils aujourd'hui confrontés? On valorise beaucoup la parentalité, avoir le nombre de livres, d'articles, d'experts qui se penchent sur la parentalité. Mais de mon expérience, j'ai rencontré beaucoup de parents, notamment pendant 3 ans, j'ai fait une série qui s'intitulait « Parents un jour, parents toujours », où je rencontrais des parents d'enfants de 0,5 ans. Puis on abordait différents thèmes reliés à la parentalité. Donc oui, on valorise la parentalité, mais est-ce qu'on valorise les parents? Moi, ce que j'ai rencontré sur le terrain, et c'était quasi unanime, les parents ont perdu confiance en eux. C'est comme si l'expertise de la parentalité avait été remise entre les mains d'experts, de psychoéducateurs, de conférenciers. C'est extraordinaire, tous ces outils-là. Nous en avons grandement besoin. Or, les parents, maintenant, ne savent plus comment être parents, ne savent plus comment éduquer leurs enfants et ne se font plus confiance. Dans les statistiques, moi, une statistique qui me fait vraiment lever les poils sur les bras, c'est que 50% des parents sentent la pression de leur entourage. Oui, la parentalité est valorisée, mais quand on ne cesse de donner des conseils aux parents, des conseils qui, la plupart du temps, ne sont pas sollicités, on est en train d'enlever la confiance en eux des parents. Et un parent anxieux va ne faire qu'un enfant qui risque d'être anxieux. Donc moi, j'ai envie de vous inviter dans tous vos domaines d'expertise, parce que vous avez étudié dans le domaine de l'éducation, vous êtes dans l'accompagnement des enfants, ce qui est extraordinaire, mais je pense aussi qu'il faut valoriser le parent et lui dire que son sentiment intérieur, là, de s'y fier aussi, et de toute façon, s'il fait une erreur grave, il y aura plein de gens autour qui seront là pour lui dire qu'ils ne font pas la bonne chose. Donc ça, je pense que c'est important de redonner la confiance aux parents. Et une petite anecdote bien personnelle. L'éducation est un sujet qui me passionne, l'éducation des enfants. Je suis une maman éduquée qui a eu le privilège d'aller à l'université. J'ai un petit garçon de 5 ans, je pense qu'on l'a bien dit. Mais quand mon garçon est né, pendant plusieurs mois, il pleurait beaucoup. Et je me souvenais de conseils d'experts qui me disaient « Karina,
si tu veux casser un comportement, ne valorise pas le comportement que tu trouves inadéquat, mais encourage d'abord et avant tout le comportement que tu veux que ton enfant fasse. Mais à l'intérieur de moi, là, ça sonnait tellement fort, mon petit coco de 8 mois qui pleurait. J'avais juste envie, comme maman, d'aller le réconforter. Mais vous savez quoi? J'ai confiance en moi, j'ai des études, mais j'ai laissé mon garçon pleurer. J'ai rencontré au cours des derniers jours une femme extraordinaire que le docteur Monzé connaît bien, qui est le docteur Catherine Guéguin, et je lui parlais de mon déchirement intérieur d'avoir laissé pleurer mon enfant alors que les études en neurosciences tentent à démontrer qu'un enfant qui pleure a besoin d'être réconforté. Je le savais, mais je ne me suis pas écoutée. Alors voilà, je pense que le défi premier, c'est de valoriser les parents, de leur donner confiance en soi, en eux. Ce sont les premiers donneurs de soins. Un parent qui a confiance en lui, c'est un parent aimant. Monsieur Renaud, avec toute l'expérience terrain que vous avez auprès des familles, quels sont, selon vous, les principaux défis rencontrés par les parents, particulièrement ceux qui vivent en contexte de vulnérabilité? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur le contexte dans lequel vit le parent, que ce soit financier ou autre, mais moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que le parent, comme chacun d'entre vous, a envie d'exister. Mais c'est lourd, des fois, son passé. Plus que son enfant d'enjeu de vulnérabilité, plus que lui, il y a des défis d'adaptation à surmonter, plus, possiblement, il y a une histoire que la misère a existé, puis il veut exister. Alors, si on veut que ce parent-là performe, si on veut qu'il devienne le bon parent, il faut aussi donner la chance d'exister dans toute son histoire, dans toute sa réalité. Alors, comme agent de milieu, mon but, c'est de réussir à bâtir une relation avec ce parent-là, non pas pour vouloir qu'il devienne ce qu'il est, mais pour aussi l'accueillir dans ce qu'il a été et ce qu'il est à la remorque d'eux. Okay? C'est la première chose que j'aurais envie de dire. Et c'est très important de bâtir une relation avec un parent, surtout si on veut travailler pour le parent et avec le parent. Parce que si on n'a pas pris le temps de la bâtir dans une relation, ben, nous, on a la chance de prendre le temps, en fait, comme agent de milieu, avec aussi une posture qui n'est pas... en fait, notre posture, c'est très égalitaire dans son milieu. Alors, elle peut comprendre que ce que je vois, ce que j'observe, c'est vraiment ce qu'elle vit. En fait, je ne suis pas dans mon bureau à vouloir faire des hypothèses sur pourquoi elle agit ou non de cette façon-là. Elle peut me donner plus cette confiance-là qui va lui permettre de se livrer comme humaine à moi et qui va tranquillement rouvrir une possibilité d'entrer en relation de confiance avec un service, avec quelqu'un de non-service. Parce que ces personnes-là, souvent je généralise, hein, on s'entend, là, mais quand on a une réalité qui est plus écorchée, on a de la difficulté à se faire confiance et à faire confiance. Je pense qu'on ne dira jamais assez parce que il faut vraiment l'avoir comme père de lunettes quand on est avec des parents des fois. C'est « Hey, je ne suis pas sûr qu'elle va tout me dire parce que je ne suis pas sûr qu'elle a confiance en ce qu'elle va vivre en me disant, je ne suis pas sûr qu'elle a confiance en moi en me disant, puis c'est difficile. » Et quand je lui demande d'être mon parent, je l'invite à être autonome, je l'invite à être débrouillard dans un contexte parce que c'est extrêmement difficile. Quand on s'inquiète de la nourriture qu'on va réussir à acheter ou pas, c'est un stress que nous, je pense, la majorité, on ne vit pas, mais qu'eux portent comme parents. Et c'est très difficile de leur demander d'être débrouillards quand on ne leur offre pas la possibilité nécessairement de l'être avec les moyens de l'avoir. Mais on aimerait donc ça qu'ils soient les bons parents, qu'ils soient à la hauteur. Et le plus difficile, je pense, pour ces parents-là, c'est de garder cette espèce de flamme en l'initiative d'être quelqu'un de meilleur. Parce qu'on a beau vouloir qu'ils deviennent quelqu'un d'autre, mais à devenir quelqu'un d'autre, si je vous demanderais à chacun de vous, ben, il faudrait que vous sortiez un peu de votre zone de confort. Il faudrait que vous ne restiez pas dans ce que vous prenez. On vous invite autrement. En fait, que vous preniez des initiatives, ben, eux autres aussi, mais là, imaginez avec ces véhicules-là, la peur de se faire taper sa tête en prenant une initiative qui ne serait pas la bonne. On n'aime pas ça, hein? Mais les autres non plus n'aiment pas ça. Devant le directeur de l'école, devant le parent, devant l'éducatrice, devant le policier, devant le monde, c'est très... Il y a quelque chose de très subtil là-dedans, mais c'est dur d'exister autrement quand on essaie de faire autrement. Et dans mon rôle, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir les accompagner vers des services parce qu'il est important de transférer le lien de confiance. C'est important, quand on a plusieurs symptômes qui font en sorte qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide, il y a des fortes chances qu'on se retrouve
sur une liste d'attente, mais en même temps, la liste d'attente, elle est peut-être très générique. Fait que là, quelle liste d'attente que je vais avoir ou quel service que je vais avoir, c'est pas évident. Alors moi, quand je l'accompagne, j'ai cette connaissance-là du service que je suis capable de l'aider à aider à la fois l'intervenant à faire en sorte qu'elle a accès à tout ce que la personne devrait dire pour vraiment qu'il puisse poser un bon diagnostic sur ses besoins, mais aussi de l'accompagner dans la période qui va suivre sa liste d'attente, parce que souvent c'est ça. Si la situation dégénère, moi je suis là, je vais savoir que l'intervenant a besoin de savoir, là, parce que si lui il sait que ça dégénère, ben, il va monter ou elle va descendre, vous comprenez? Mais ça, c'est aussi de mon ressort de l'accompagner l'intervenant. C'est aussi de mon ressort de l'accompagner l'intervenant, et un peu tout le monde a dit, oh, des fois, là, regarde, là, ça devient comme normal qu'il y ait autant de personnes qui sont en difficulté. Alors, on agit moins en intensité. Tu sais, quand ça devient comme la norme, l'intensité, ça pourrait relier à l'épuisement. Imagine les intervenants qui seraient constamment dans l'intensité de service parce que là, la personne n'est pas dans... Non, c'est de plus en plus la norme. Mais quand même, des fois, il faut encore une fois se trousser les manches, dire, OK, bon, mais en intensité, cette famille-là, j'ai eu un cas récemment d'une femme, c'est triste, là. Ça n'a pas rapport, là, tout ce qu'elle a vécu. Elle s'est sentie tellement coupable de ne pas être à la hauteur avec son enfant qui avait fait un problème jusqu'à ce qu'un pédiatre la rencontre. Elle dit, hey, c'est ça, ça n'a pas de sens. Ça. Et là, lui, a pris ça en main, il a levé le flag, il a dit, hey, c'est fini, là. Là, on arrête. Elle a-tu les services? Là, elle les a. Parce qu'il y en a un qui agit en une intensité. Mais c'est pas évident d'agir en intensité quand ça devient un peu la norme. Alors, c'est ce que je dirais pour l'instant. Monsieur Monzé, il est reconnu que le lien d'attachement entre le parent et son enfant dès la naissance est essentiel. Comment favoriser le développement du lien d'attachement avec les enfants, particulièrement dans les familles en contexte de vulnérabilité ou de défavorisation? On parle du lien d'attachement, mais j'aurais envie de remonter bien avant le bébé arrive. Vous vous souvenez de la crise du Bergame, il y a 20 ans? Il y a une étude qui a été faite par l'hôpital Douglas. Ils ont fait pendant plusieurs années des analyses de comportement des enfants qui étaient dans le ventre de leur maman pendant la crise du Bergame. Et ce qu'ils ont observé, c'est que s'il n'y a pas de grosse différence pour les 6 premiers mois de grossesse, quand maman était stressée pendant le troisième trimestre de grossesse, on se retrouve avec les enfants qui ont des difficultés langagières. Et quand on fait une séparation entre les mamans très stressées et les mamans moins stressées, on se rend compte que les mamans très stressées ont induit involontairement chez leurs enfants beaucoup plus de difficultés scolaires. Autrement dit, le stress, la manière dont maman va vivre sa grossesse va déjà avoir un impact sur la vulnérabilité. Mais on s'entend que, et Karina en parlait tout à l'heure, des mamans et des papas qui sont stressés, ben, ça ne fait pas des tuteurs très solides. Ça ne fait pas des personnes qui ont de la facilité à rentrer en relation avec l'autre. Ce sont des personnes qui vont être probablement déjà très vulnérables au moment où elles essayent de rentrer en contact avec leurs enfants. Tout à l'heure, Karina parlait de Catherine Guégan. La semaine dernière, elle nous disait que, en fait, 95% des enfants vont vivre de la violence éducative, souvent dans la première année qui suit leur naissance, parce que papa et maman sont complètement bouleversés, dépassés. J'entendais il y a quelques mois 3000 consignes qu'on donne aux jeunes parents pour savoir quoi faire avec leurs enfants. Autrement dit, il y a un éclatement de notre société, il y a une difficulté de pouvoir arriver en fait à accompagner de manière cohérente nos parents, mais probablement aussi que la plupart des intervenants qui vont avoir des consignes à donner aux parents vont avoir la difficulté eux-mêmes à faire du sens avec tout ce qu'ils ont acquis comme connaissances. Autrement dit, pour créer des liens d'attachement, pour que l'enfant se sente en sécurité avec papa et maman, il faut que papa et maman se sentent en confiance, se sentent solides, se sentent respectés. Et c'est l'ensemble de la société qui doit être interpellé là-dedans. On est de plus en plus sur nos réseaux sociaux, sur nos téléphones intelligents, on crée de moins en moins de contacts, de moins en moins de liens entre nous. Mais avant, peut-être que si j'avais une difficulté, je serais allé voir mon voisin ou ma voisine, et que le voisin, la voisine, le père, la grand-mère, l'oncle, la tante auraient été là pour pouvoir nous entraider. Et c'est cette entraide-là, c'est cette solidarité-là qui fait en sorte que de nouveau les parents sont en grande difficulté. L'attachement, pour que l'enfant puisse arriver en fait à développer de manière adéquate son cerveau, il faut qu'il se sente en sécurité. Mais cette sécurité-là, elle est dépendante de l'adulte et jusqu'à 20 ans.
Pendant les 20 premières années de la vie d'une personne, son cerveau n'est pas capable de réguler le degré de stress et l'anxiété sans qu'il y ait un lien de confiance bien établi avec les adultes qui sont autour. Alors oui, malheureusement, il y a des drames que nous pouvons vivre. Il y a de temps en temps, maman fait un postpartum, il y a de la pauvreté, il y a un paquet de circonstances qui vont faire en sorte que la famille va être bousculée. Mais plus on va être dans une dynamique où on va s'entraider les autres, et plus à ce moment-là, on va être capable de pouvoir éventuellement compenser éventuellement une famille qui vit des difficultés à un moment donné ou à un autre. Et peut-être que papa et maman ont plus de difficultés qu'autre chose, mais c'est pas grave, il y a des éducatrices, il y a des enseignants, il y a des intervenants dans nos écoles, dans le CLC, dans les maisons de la famille, et là aussi, ce lien d'attachement peut se construire petit à petit. Mais un lien d'attachement, c'est pas un rapport de force disciplinaire. Oui, il en faut de la discipline. Il faut que l'enfant soit conscient des limites dans lesquelles il est accepté ou ne pas accepté la manière dont il s'est comporté avec l'autre. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez d'avoir des points pour pouvoir se batailler dans une cour de récréation. Je crois qu'il y a une différence pour moi entre trouver que c'est normal que deux enfants se frappent, se griffent ou se mordent et faire une intervention empathique avec résonance émotionnelle et accueillir le jeune qui a fait un geste qui n'est pas acceptable que d'organiser des lieux dans lesquels on pourrait arriver à se taper dessus. Personnellement, je serais plus à l'aise avec cette approche que je propose que celle que vous disiez tantôt. Mais je n'ai peut-être pas compris ce que vous disiez. Mais bon, ça reste que l'idée, c'est de pouvoir arriver vraiment à rentrer dans de l'empathie, être en résonance émotionnelle avec l'autre. Je terminerai par une anecdote, si j'ai encore le temps. Quelle est la manière dont beaucoup de dames vont reprocher à leur chum? C'est de ne pas les écouter, d'être en mode solution. D'accord? Et c'est certain que nous, on est des chasseurs-cueilleurs. On va partir en mode solution quand on est face à un problème. C'est normal, on est génétiquement programmé pour ça. C'est drôle comment, avec les enfants, on est presque toujours en mode solution. Quel est le temps de l'accueil? Quel est le temps de la résonance émotionnelle? Quel est le temps de l'empathie? Juste pour accueillir la détresse de l'enfant, même s'il a posé un geste maladroit ou inacceptable, et de pouvoir après reconstruire du sens avec le jeune. Et c'est ça qui va créer un lien d'attachement. Et c'est ça que les parents doivent réapprendre à faire, ainsi que la plupart des intervenants qui sont autour. Docteur Poirier, qu'en est-il des services pour les enfants et les familles? Et y a-t-il des enjeux d'accès? Bon, voilà le chasseur. Ma mère avait un point chamaille. On était 6 enfants chez nous. J'avais un frère, j'étais le bébé, ça fait. Et elle avait trouvé un point chamaille pour nous, parce qu'elle nous a toujours nous battre amoureusement. Mon frère et moi, elle disait, bon, là, si vous voulez vous battre, là, allez dehors. À moins bien que ça marchait bien. Bon, c'est pas de ma mère que je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un quatrième morceau qui est la communauté et les services. On commence par les enfants, famille, etc. Alors, vous avez ici, dans la tourniquette, de nombreux services, bien sûr, qui nous viennent. Je vais commencer par à droite, la santé et services sociaux, les organismes communautaires. Il y a les entreprises privées, les écoles, les services de garde éducatifs et les municipalités. D'ailleurs, dans le rapport, on parle du grand nombre, plus de la moitié des municipalités en Estrie qui ont des politiques familiales. Donc, il y a pas mal de gens, c'est pas ici histoire que de santé en santé publique. Il y a toujours le premier mot qu'on apprend, c'est l'intersectorialité, parce que les déterminants de la santé, ce qui fait qu'on est en santé, malheureusement, M. le PDG, c'est pas beaucoup dans nos institutions, c'est patoyable. Je sais que vous savez ça. Je dis ça pour... Surtout que ça fait des fois que tu l'as dit. Il paraît que les gens de santé publique, pour les autres, c'est comme du gâteau au chocolat. C'est bon, mais ça finit par écœurer. C'est un de mes experts qui dit ça. Que vous connaissez d'ailleurs, M. Iglesias. Il est bien connu en Estrie. Alors, il y a aussi des barrières à surmonter avec le carton rouge agile. Oui, il y a de l'intersectorialité, mais c'est une course un peu à obstacle. Il y a, pour l'accès aux services, alors par exemple, des exemples, les barrières qui ont été fréquemment nommées, vous savez que dans le rapport, il y a aussi eu des questionnaires auprès des parents, mais lors de la tournée de l'ECDEM,
ce qui a été nommé ici, là, dans la tournée des 9 réseaux locaux, qui a été faite à l'hiver-printemps 2019. Il y avait la notion de la méfiance. La langue, on a vu que certaines populations ont plus de difficultés. L'éloignement géographique, parce que dans l'accessibilité, il y a plusieurs dimensions. Il pourrait avoir les coûts, il pourrait avoir le transport, la culture, la langue, etc. Mais la distance elle-même est un problème. L'isolement social, plusieurs des collègues viennent d'en parler ici, et la lourdeur des processus administratifs. Alors, les listes d'attente, bon, j'en vois pas dans tout ça, mais il y en a quand même. Certains enfants sont plus difficiles à rejoindre. Sur la prochaine diapo, vous voyez, par exemple, parmi l'ensemble des enfants, 14% n'ont fréquenté aucun service éducatif à 4 ans. Donc, on parle de 700 enfants. Le service éducatif, ce soit les CPE ou les milieux familiales subventionnés, les garderies subventionnées, le passe-partout, qui est un autre programme, la maternelle 4 ans tremplin, au temps partiel, ou même les haltes de garderie. Donc, 14%, c'est aucun. Mais cette proportion de 14 est plus élevée dans certains groupes, donc, quand on pense à l'accès. Et c'est des groupes dont on a entendu parler dans les précédentes minutes, dont les secteurs défavorisés, 21% n'ont fréquenté aucun service éducatif. Chez les enfants immigrants, 23%. Chez les enfants anglophones, 31%. Dans les familles où aucun parent n'a de diplôme, 35%. Dans les familles à faible revenu, 25%. Dans les familles monoparentales, 19%. Comme tout à l'heure, ce ne sont bien sûr pas des catégories mutuellement exclusives, mais on voit qu'en termes d'accessibilité dans son sens large, donc c'est les proportions d'enfants qui sont plus difficiles à rejoindre. Madame. Le prochain bloc de questions portera sur les barrières d'accès sur les parcours des familles. Monsieur Lachapelle, les familles rencontrent plusieurs barrières sur leur parcours, ce qui empêche certains enfants de recevoir des services qui pourraient favoriser un meilleur développement. Vos recherches auprès des parents vous ont permis d'en apprendre plus sur ces barrières. Pouvez-vous nous en dire plus sur les principales barrières et comment peut-on aider les familles à les surmonter? Je commencerai en questionnant cette dernière question, donc comment on peut aider les familles à surmonter les barrières d'accès. En fait, je la reviendrai à l'envers, cette question, c'est comment est-ce qu'on peut aider les organisations à faire en sorte qu'il y ait moins de barrières d'accès aux familles. Donc, comment on peut déplacer la responsabilité que l'on attribue aux parents dans le fait de surmonter les barrières d'accès pour pouvoir partager cette responsabilité avec ce que les organisations peuvent faire et notamment prendre en considération de manière beaucoup plus radicale la perspective des familles lorsqu'on examine ce lien entre elles et les organisations de services. Pour les familles les plus vulnérables, parce que c'est ce sur quoi j'ai surtout travaillé au cours des dernières années, les barrières dont on parle ne sont pas seulement des barrières d'accès. C'est aussi des barrières qui touchent la disponibilité des services. Ce sont des barrières qui touchent aussi la cohérence de ces services en fonction des besoins qui se retrouvent dans cette famille. C'est aussi des barrières qui concernent la qualité de ces services, et aussi des barrières qui concernent leur intégration dans la vie des familles. Et puis, de ce côté-là, lorsqu'on adopte la perspective des parents, notamment, pour pouvoir examiner ces multiples barrières dans le lien entre eux et les services, il y a souvent 3 choses qui deviennent particulièrement saillantes. Le premier, ça a été un petit peu mentionné par vous autour de la question de la méfiance. Mais ici, les parents vont nous parler du poids des jugements, du poids des préjugés. Des jugements à propos des parents, mais des jugements aussi à propos de leur enfant. Et rappelez-vous que chaque fois qu'un parent entend quelque chose à propos de son enfant, ça ne parle pas juste de l'enfant, ça parle aussi de lui comme père et de elle comme mère. Donc, des jugements, des préjugés à propos de leur intention, de leur projet comme parents, les intentions et les projets qu'ils ont pour leur enfant, mais aussi des jugements à propos de leur capacité, de leurs compétences, qui, en fait, il y a certains parents qui... il y a un père qui me disait, moi, quand je rentre en contact avec
une intervenante ou un intervenant. C'est un peu comme si je me présente au marbre avec un prix. J'ai juste à souligner dans le beurre une fois et je suis out. Donc, face à cette barrière particulière, recevoir des services pour ces parents en situation de vulnérabilité, c'est toujours une action qui est risquée. C'est même parfois une action qui est dangereuse. Il ne faut pas se surprendre qu'ils veulent se protéger à ce moment-là dans cette relation. L'autre barrière, l'autre élément, l'autre obstacle, c'est le roulement de personnel. Ou le roulement de personnel planifié, ce qu'on appellerait la faible continuité relationnelle. Donc, on s'intéresse beaucoup dans les organisations à créer une continuité de soins ou de services, mais pas beaucoup à créer une continuité relationnelle. Pourtant, pour les parents, un service, c'est en premier lieu une relation. C'est en premier lieu une relation. Pour les organisations de services, pour les intervenants, offrir un service, c'est pas en premier lieu une relation. C'est une occasion de mettre en pratique des connaissances et des habiletés spécialisées. La relation, elle vient comme autour de ça. Donc, les parents et les intervenants, les organisations de services sont en décalage très, très souvent autour de cet élément. Donc, ça rend très difficile de préciser les objectifs communs, puis difficile de combiner les forces et les compétences. Et puis, la fragmentation de l'aide, c'est l'autre obstacle. Le fait que chaque organisation a ses mandats, et puis qu'à ce moment-là, je vais m'excuser pour les mots que je vais utiliser, là. On est dans les pratiques de charcutage et de dépeçage des parents, de la famille et de l'enfant. Chacun part avec son morceau jusqu'à un certain point. Et puis quand on parle d'intégration des services, en fait, à la hauteur des parents et des enfants, ça ne veut pas dire toujours une intégration de l'aide. Et de ce côté-là, je pense que les organisations, moi je ne connais pas beaucoup d'organisations de services qui ont mis dans leur planification stratégique une cible qui touche la relation avec les familles. Et ça m'apparaît être un élément qui semble important. Je vais m'arrêter là-dessus. Monsieur Renaud, vous travaillez quotidiennement avec des familles qui rencontrent des barrières. Quelles sont les principales barrières que vous observez sur le terrain? Et pouvez-vous nous citer en exemple des gestes que vous avez posés qui ont permis de lever des barrières pour les familles? Alors, la première barrière, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est les barrières de compréhension mutuelle. Il faut se comprendre, il faut s'entraider, ça c'est certain. Je vais vous donner un exemple. J'étais récemment à un rassemblement, il y avait une directrice d'école qui devait être claire en disant « Vous voulez faire du partenariat avec l'école communauté, je vais être là, mais j'ai pas de temps, j'ai la misère. Viens donc passer une journée dans mon école, tu vas comprendre c'est quoi être dans le milieu scolaire, toi? » Elle avait besoin que j'aille chez elle, elle avait le sentiment que si je n'allais pas chez elle dans son milieu, je ne comprendrais pas ce qu'elle était. C'est la même affaire de mon parent. C'est la même chose. Alors, une première barrière, c'est les deux côtés. Dans la position même de parent, je dirais qu'il y a un effort à comprendre c'est quoi la réalité dans laquelle l'intervenant évolue. Mais ça, c'est une barrière principale qu'on a à prendre en considération. Voir l'humain avant sa culture, on parle d'immigration, moi souvent, on a à comprendre les codes culturels des individus. Oui, c'est sûr. Mais moi, je m'adresse à un papa avant de m'adresser à quelqu'un qui est musulman, à quelqu'un de non-culture. C'est au papa qui a besoin d'aide. C'est pas celui qui est musulman. C'est deux histoires complètement différentes. C'est là que je vais la bâtir la relation. Aussi, la barrière de diminuer la performance, ça a beaucoup été nommé, mais des fois, la performance est contre-productive en termes de... C'est le temps, des fois, de la relation qui va vraiment réussir à faciliter le bon besoin. On peut mettre tellement d'énergie à vouloir répondre à des besoins, puis à mettre des services qui ont final, c'est pas ça le premier des besoins qui, lui, si tu y réponds, là, le reste va s'enchaîner. Alors, ne pas trop vouloir performer dans une réponse, mais de prendre le temps à comprendre la réalité de la personne. Des services à t'adapter, c'est un peu ce que j'ai mis tout à l'heure. La deuxième barrière que je voulais nommer, c'est la barrière de... je me fous dans mes notes, là. Qui c'est que je veux dans mes notes, hein? La barrière de reproduire constamment le connu ou le protocole avec des réalités humaines complexes. Écoutez, chez nous, on a eu l'exemple d'une maman afghane qui a été enseignante toute sa vie.
Et que était face à une dure réalité, elle ne comprenait pas ce que les enfants avaient besoin pour leurs devoirs. C'est con, hein? Mais elle se sentait conne. Elle était humiliée par ça. Puis elle a osé s'ouvrir en nous. En plus, on était un groupe de discussion sur comment on peut les aider à leur mieux. Et là, la boucle, elle sent vraiment mal. Puis là, l'autre maman, Viane, elle sort. Hey, c'est-tu poche? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font nos enfants à l'école. Pourtant, l'école a pris le temps une fois d'expliquer c'était quoi les devoirs. Un plan de travail, mais on en a des choses à apprendre hein, au début, hein, quand tu es immigrant. Là. Et elle, son besoin, c'était de se sentir compétente. C'était pas son besoin, c'était pas que son enfant fasse bien ses devoirs. Là. Alors, je lève le plan. Et là, on va dire, OK, on peut rencontrer des parents de différentes cultures, pas juste des plans, là, tout le monde. C'est quoi les réalités? Puis on se rend compte qu'il y a un enjeu des devoirs. C'est pas le fait que les enfants ne sont pas capables de faire leurs devoirs, c'est le fait que les parents subissent des torts liés au fait qu'ils ne comprennent pas, ils sont pas capables d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. On aime ça un peu à tout le monde, on devrait le faire à l'école, à tout le monde. Et le réflexe constant, c'est quoi? C'est de vouloir répéter le connu. On va aller chercher un service d'aide de devoir. C'est ça qu'on va tout le temps vouloir faire. C'est pas compliqué, c'est ça qu'on connaît. C'est pas de vrai. Puis là, il faut sortir. Sinon, là, il faut sortir de notre zone de confort, il faut sortir de ce qu'on a déjà fait. Il faut prendre des initiatives aussi qu'on risquerait de se faire taper ses têtes, c'est difficile. Mais il faut essayer de trouver la bonne solution pour aider le parent. Des fois, ça prend du temps. Mais c'est ça, c'est l'espèce de réflexe de toujours vouloir reproduire le connu. Et j'oubliais tout à l'heure, je l'ai nommé aussi une chose très importante, c'est quand je nommais la valeur de donner la chance au mieux de comprendre les parents. J'ai deux collègues extraordinaires que j'ai nommés, Sarah et Inès, qui ont eu la chance d'être ici aujourd'hui, qui sont à Vienne et à Brundage, je pense, Inès. Et sont allés m'amener de passer des soirées avec des éducatrices en CB, juste pour qu'ils posent leurs questions. C'est quoi vous vivez avec les parents? Et là, ça a fait une différence parce qu'ils sont déposés. À la fois, ils ont compris qu'est-ce qui est un peu mieux la culture, mais à la fois, ils sont comme déposés, ils ont le droit d'exister dans toutes leurs difficultés à interagir avec les parents de non-culture. Alors ça, c'est important aussi comme geste de même accompagner de façon tout à fait, je dirais, naturelle. C'est des parents qui se sentent démunis vis-à-vis des autres cultures. L'autre enjeu, je dirais, je vois le petit carton rouge, le dernier. Il me reste une minute, hein? La barrière du réflexe curatif, sans donner la chance au développement d'une communauté aux multiples facteurs de protection. Il y a des choses à mettre en place à l'entour d'une communauté pour que les parents se sentent mieux. Tu sais, nous, on a eu la chance de démarrer une ligue de soccer pour les jeunes parce qu'il y a des parents qui voulaient s'impliquer pour ça. Oui, l'école a tout de suite dit oui, on offre le gymnase, la ville est rentrée, députée, les gens, l'école sport a donné des ballons à moitié prix, tout ça. Mais là, les jeunes, les joueurs au soccer sont contents, les parents, ils sont fiers. Puis ils contribuent, ils sortent plus dehors. Là, ils nous identifient, nous, les intervenants à des gens aussi qui favorisent vraiment quelque chose qui est vraiment important pour eux autres, c'est le soccer. Si vous dites que les personnes migrantes, on sait ce que c'est. Mais là, de plus en plus, il y a les jeunes blancs aussi qui sont là dans l'équipe, ça forme une grande famille, ça a un impact insoupçonnable sur le sentiment du ensemble dans le quartier. On a fait quoi? On a permis à des parents d'offrir la chance aux enfants de jouer au soccer, puis le parent il est valorisé là-dedans. C'est pas compliqué, mais je n'ai pas intervenu sur la santé mentale directement. Je n'ai pas voulu guérir quelque chose. J'ai voulu mettre en place quelque chose qui favorise à long terme le fait qu'il y aura plus de facteurs de protection. Là, c'est tout. Votre organisme intervient auprès des personnes immigrantes et réfugiés. Pouvez-vous nous parler des barrières que rencontrent ces familles sur leur parcours et des adaptations que nous pouvons faire pour diminuer ces barrières? Oui, je vais peut-être répéter un petit peu, mais sous un autre angle. La première, c'est la barrière de la langue, parce que c'est important, on a déjà dit aussi de comprendre qu'est-ce qu'on nous dit, mais c'est peut-être comprendre aussi quand on parle. Souvent, les parents immigrants vont devoir faire des compromis parce que quand on fait une intervention, peu importe de quel ordre, que ce soit dans le milieu scolaire ou de santé, etc., puis qu'on doit se confier ou on doit donner des informations à travers une filtre qui est le rôle de l'interprète, mais ça demande aussi de se dévoiler, ça demande aussi de se faire confiance, la confiance que cette personne va garder aussi les secrets professionnels. Mais ça peut être gênant aussi parfois. Et souvent, on en a besoin aussi de ces filtres, des rôles de l'interprète pour pouvoir désamorcer des situations, pouvoir désamorcer des conflits aussi ou de mauvaises compréhensions.
C'est sûr que travailler avec des interprètes, ça implique probablement aussi de mettre un peu plus de temps. Si d'habitude on prend 1 heure pour rencontrer quelqu'un dans une entrevue d'aide, bien, ça va peut-être prendre une demi-heure de plus pour être capable de répéter puis de faire dire des choses aussi correctement puis avoir une compréhension commune. La deuxième barrière que je verrais, c'est la méconnaissance des services, malgré le fait que nous établissons des ponts avec tous les services que nous connaissons au niveau communautaire, de santé ou d'éducation. Il y a quand même aussi des personnes qui arrivent qui n'ont pas nécessairement eu l'occasion de passer par nos services ou que les personnes qui ont rencontré dans leur parcours post-migratoire, c'est-à-dire une fois qu'ils sont arrivés ici, ne nous connaissent pas, ne savent pas ou connaissent juste une partie du travail qu'on fait, mais ne connaissent pas les autres. Ah oui, les 5 s'occupent de l'accueil des réfugiés. Non, mais non, on en a aussi d'autres catégories. Les 5 s'occupent juste de l'accès au travail. Non, mais on s'occupe aussi de l'accueil. Donc, les 5 qui ne font pas le lien avec la santé. Oui, on les fait, puis il y a l'éducation aussi. Donc, on est toujours en train de pouvoir donner des informations. On est un peu comme une pieuvre où on établit des ponts avec tous les réseaux, avec tout l'environnement aussi autour pour que justement les personnes puissent avoir accès à différents services, à différentes activités, à différentes occasions de se réseauter avec d'autres personnes. Et qui deviennent, dans le fond, des citoyens comme tout le monde parce que c'est pas de les prendre par la main pour toute la vie, c'est de les accompagner temporairement pour qu'ils soient capables de prendre leur vie en main puis de se faire un projet de vie dans un nouvel environnement. Moi, je pense que, oui, Philippe nous a parlé de, justement, le transfert du lien de confiance qui est important dans la mise en relation, mais c'est aussi de faire confiance parce que c'est des adultes que nous recevons. C'est des gens qui ont fait parfois des milliers de kilomètres aussi pour être capables de dire « je change d'environnement parce que ce que je connais, je n'aime plus, parce que ma vie est en danger, parce que je n'ai plus le goût d'évoluer dans cette société et je m'en vais, j'ai pris bagage avec seul ou avec ma famille. » Mais j'ai été capable de traverser des milliers de kilomètres. Donc, il faut faire confiance aux gens aussi. Ensuite, il y a un autre élément que je voudrais noter, c'est le manque d'accès aux garderies subventionnées pour une catégorie très particulière qui sont les demandeurs d'asile. On a tous entendu parler depuis l'été 2017 des gens qui traversent les chemins de Roxane, même si on a toujours eu des demandeurs d'asile. Ce n'est pas 2017 qui a marqué le début de l'arrivée des demandeurs d'asile au Québec puis au Canada. Et ces personnes-là sont vraiment mises à l'écart parce qu'elles n'ont pas accès aux garderies subventionnées. Qu'est-ce que ça fait justement quand on vit avec le revenu de l'aide de dernier recours ou l'aide sociale? C'est un budget qui est très limité. Ces personnes-là n'ont pas non plus accès à l'allocation pour enfants, donc c'est un revenu par enfant qui ne touche pas, tant et si longtemps que leur situation n'est pas régularisée, mais ils doivent vivre avec un budget qui est vraiment beaucoup plus petit, donc ça les met déjà dans un contexte de pauvreté temporaire, et ça vient empêcher l'intégration des adultes aussi parce qu'ils ne peuvent pas commencer la francisation. Après ça, on dit il faut qu'ils apprennent le français. OK. Est-ce qu'on donne les conditions pour que justement ces gens-là puissent se mettre au travail puis apprendre notre langue puis commencer à travailler? Parce qu'ils ont un permis de travail, ils peuvent travailler. Mais s'ils ne connaissent pas le français, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont leur donner du travail. Ensuite, il y a aussi c'est sûr que la reconnaissance du parcours pré- et post-migratoire, effectivement, comme Philippe le dit, au fond, c'est une femme, c'est un homme, c'est un être humain. C'est un parent avant tout, avant d'être un immigrant. Sauf que d'être parent dans son contexte en Russie et d'être parent dans son contexte au Québec, parfois c'est différent. Les parents, il y a peut-être une connaissance de son rôle comme il est fait. Si, par exemple, dans son pays, il n'était pas habitué à être présent dans l'accouchement de son bébé, parce que ça ne se fait pas dans la société, mais il n'est pas habitué à changer la couche de son enfant, à apprendre aussi comment lui donner son bain, mais il va se sentir démuni, il n'est pas outillé. Il faut lui donner la chance, il faut lui donner l'occasion qu'ici au Québec, ça se fait pour qu'il puisse l'apprendre. Voilà. Merci énormément à tous ceux, à vous tous, pour la richesse de vos informations et de votre partage. C'est super intéressant de voir comment la science et la pratique se marient. Est-ce que vous êtes comme moi qu'on aurait envie de poser plein de questions et de réagir à ce qu'ils ont dit? Ça, c'est incroyable. Alors, nous invitons à aller à leur rencontre durant la pause au courant de toute la journée.
D'ailleurs, tous les panélistes, les conférenciers, les présentateurs de la journée sont identifiés avec une cocarde de couleur bleue. Je donne maintenant la parole à Dr. Poirier pour qu'il nous partage ce qu'il retient des discussions de ce matin. Oui, combien là? Bon, commençons par la clap. Alors, j'ai compris qu'on est bon en dépeçage parce qu'on est les hommes, nous sommes des chasseurs. On peut jouer au soccer, mais il ne faut pas se présenter avec deux prises. On va avoir deux conférenciers qui vont parler de chamaille bientôt. On peut lancer des tomates, hein, surtout quand on s'intéresse aux garçons, c'est sûr que j'ai compris que tout le monde est négligent. Surtout quand il y a du verglas, parce que dans le 7e ou 9e mois, on s'en va en Floride. Il faut voir l'aquarium de Mercedes et le visiter. Voilà. Maintenant, la partie ludique, j'ai pris beaucoup de notes sur tout ce que vous avez dit. Je ne ferai pas tout le tour. Mais quelques mots buzzwords que plusieurs ont répétés, probablement c'est cette notion de confiance qui s'est bâtie sur une relation. Pas tant que ça sur les connaissances. Oui, bien sûr, ça prend des connaissances, mais des connaissances entourant l'empathie, entourant la relation, la confiance. Aller dans le milieu, aller vers les gens, partir de là où ils sont. Les 4 P, ils ne sont pas là. Comment ça s'appelle? Chez Couillard, il y avait le public, privé. Ça, il y avait juste 3 P. C'est différent, 4 P. Mais ça veut dire partir de là où nos familles, nos enfants sont pour faire construire graduellement. C'est une spirale de succès, construire sur des petits gains. Donc, tout est vraiment dans l'approche. Ça prend du temps. J'ai évoqué la notion d'un bon 6 mois avant de bâtir ces relations-là. Et donc, voilà. Et c'est vrai, autant pour l'enfant, le personnel, les parents, bien sûr. Alors, j'oserais dire que là-dedans, ce sont les mots que j'ai entendus souvent dans toutes les interactions, et donc il faut saisir diverses occasions pour faire ce travail-là. Alors, je peux avoir épuisé mon heure. Je n'ai pas levé le carton. Alors, dans toute la journée, vous aurez l'occasion d'approfondir ces sujets-là avec des conférenciers en atelier, avec des partenaires. Alors, merci beaucoup et merci à l'animatrice. Est-ce que je peux me permettre une minute? Oui, c'est moi, Karina. En fait, juste vous dire, moi je suis journaliste, hein, et la base de mon matériel, c'est ce que les gens vivent sur le terrain. J'ai pris une note de ce que Mercedes disait, la difficulté d'accès aux garderies subventionnées. Si vous avez des sujets sur l'éducation, gênez-vous pas pour entrer en communication avec moi. Je pense que le travail terrain, le travail journaliste, chercheur, on travaille tous pour la même cause, qui est la cause des enfants. Alors, je suis facilement retraçable, Facebook, Karina Marceau. Alors, je tire profit de ma présence ici ce matin. Beaucoup aussi. Merci, Mme Marceau. Alors, merci aussi, Dr. Poirier, pour ce résumé fort intéressant.